Salut à tous. J'ai un problème. Salut à tous. Bienvenue ce soir sur Lecturdi. Le mercredi c'est Lecturdi. Ce soir j'ai décidé de ne pas poursuivre la lecture de La Horde des Contrevents. Je pense que c'est une œuvre un petit peu ambitieuse pour moi aujourd'hui en termes de voix, d'ambiance. Je vais donc vous partager quelques textes choisis, comme j'avais fait il y a quelques semaines. Et j'espère que ça vous plaira aussi. Ce soir, on va donc commencer par Le Poulet de Noun. Il était paisiblement endormi au soleil. C'était l'heure de la sieste. Quand un objet insolite tomba directement sur ses genoux. Un œuf. Mais pas n'importe quel œuf, non. Pas un de ces œufs anonymes rangés égalitairement dans les boîtes en carton bleu ou gris. Pas un de ces œufs datés du jour de ponte, comme il est écrit sur les dites boîtes. Cet œuf-là était bien vivant. On sentait qu'il avait quelque chose de véritable. Un vrai œuf doté d'une identité remarquable. Un œuf de poule, sans aucun doute, avec sa coquille d'un beige reconnaissable et sa taille adéquate. Si cet œuf avait été un œuf de supermarché, on l'aurait désigné sous l'appellation d'œuf de taille moyenne. Or donc, il se retrouva du jour au lendemain à la charge d'un œuf, qu'une inconnue lui avait abandonné. Pensez donc s'il était embarrassé, lui qui n'avait jamais élevé un chien. Qu'allait-il bien pouvoir faire de cette jeune vie, si soudainement déposée sur ses genoux, laissée avec tant d'insouciance à un homme dont assurément l'on ne savait rien, sinon peut-être qu'il appréciait de faire la sieste au soleil un dimanche après-midi, comme tant d'autres individus parcourant la planète et le temps individuellement, indéfiniment et même insimultanément. Pourquoi donc l'avait-on, lui, plutôt qu'un de ses autres, investi de cette lourde tâche, à savoir prendre soin de cet œuf? Lui qui ne connaissait rien non plus qu'aux hommes ou aux chiens des oiseaux. Tout juste si, fort de son expérience culinaire, il avait reconnu la nature de celle qui l'avait créé. L'œuf, pas lui, qui savait parfaitement qui étaient ses parents, et se rendait bien compte de leur irréversible humanité. Mais toute cette réflexion ne put lui apporter la réponse à ces questions. Bien sûr, il aurait très bien pu le laisser là, tout bonnement, ou bien décider d'en faire son dîner. Mais on n'envisage pas de telles monstruosités irresponsables lorsqu'on est un homme comme lui. Peut-être le choix de ses genoux n'était-il pas si hasardeux que cela, après tout. Peut-être était-il bien connu pour sa bonhomie, mot qui, d'ailleurs, lui avait déjà maintes fois été attribué sans qu'il le sache. Il avait trop de scrupules pour oser réduire à néant la confiance qu'on lui accordait en le désignant comme tuteur. Il finit par prendre une bonne décision, en homme d'expérience qu'il était. Il prit l'œuf en sa main large et paternelle. Déjà, et se leva du lieu Il prit l'œuf en sa main large et paternelle, déjà, se leva du lieu qui accueillait précédemment son séant, ainsi que le reste de sa personne reposant, et rentra chez lui, muni du petit bout de vie emballé dans sa coquille tiède. Il se débrouilla, l'homme, comme il put, pour en apprendre un rayon sur la maintenance des œufs d'oiseaux. Il passa des semaines dans son lit, sans bouger, le brave homme, pour lui conserver sa chaleur indispensable. Il était si zélé qu'il aurait bien pu passer ainsi le reste de sa vie, le courageux homme, si l'œuf avait tardé à éclore. Mais, merci pour lui, un jour ça bougea, ça craqua, ça se zébra, ça gratta, et pouf, ça sortit magiquement en éparpillant plein de débris de coquilles siliceuses entre les draps. Ça piaillait bien, et en découvrant sa mère, qui était un père plutôt épuisé par sa longue gestation. Et ça réclama de l'aide, s'était coincé dans le reste de coquille.
Le maman l'aida tant bien que mal à briser sa prison et le prit entre ses deux paumes, le souleva au niveau de son visage, rayonnant de fierté et de tendresse. Des semaines de sacrifice de soi, même si le sacrifice consiste à rester couché dans un lit, cela crée des liens. Et lui-même, si le sacrifice consiste... Et lui-même adressa la parole en ces termes. « Bonjour, bébé !» Il put alors se lever et pallier à ses nécessaires besoins d'être vivant. Ça l'accompagnait toujours partout, où qu'il aille, quoi qu'il fasse. Mais ça ne comprenait pas comment bien se nourrir, son véritable exemple. Alors son maman l'aida et lui montra comment faire pour gratter le sol, chercher des vers, des grains du bout, chercher des vers et des grains du bout du bec, comment se rouler dans sa poussière pour nettoyer son plumage, et comment prendre la fuite devant un chien. Et le temps passant, ça grandit. Et ça devint un joli poulet, fier et vif, aux plumes éclatantes de santé, à l'œil brillant et aux ergots haut placés. Et il grandit encore, épaulé chaque jour de sa jeune vie galinécéenne par sa mère, attentionnée et aimant, dévouée. Puis vint le jour où le poulet devint coq, et il put rejoindre une basse-cour peuplée des siens, et surtout des siennes. Grâce aux soins de maman, il sut s'habituer à son nouveau cadre de vie, chanter tous les matins, augmenter la population locale, veiller au grain comme aucun coq depuis longtemps ne l'avait plus fait. Bien sûr, la séparation ne suit pas sans larmes. Jamais sa vie ne fut plus comme avant. Jamais sa vie ne fut plus comme avant l'arrivée de ça, puis de lui. Il était devenu un autre, mais c'était comme ça. C'était donc un texte de Noun. Salut Flodiflo Oignon, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu peux me confirmer que le son de la musique n'est pas trop fort, puisque tu es sur le chat? Alors, en attendant que Flodiflonion réponde, on va enchaîner sur un autre texte qui s'appelle « Réflexion post-mortem », toujours de Noun. Voilà bien ma chance. Enfin, j'avais ce rendez-vous à la noix que j'attendais depuis des lustres. Et il a fallu que ce soit aujourd'hui. Aujourd'hui, le jour de ma mort. Zut! Si j'avais su, je l'aurais envoyé se faire mettre l'autre abruti avec son costard cravate à 2 balles de chez La Redoute. 3 mois que j'attendais. 3 mois que je joue les lèche-bottes pour ce minable rendez-vous raté pour cause de décès. Et le pire dans cette histoire, c'est que toute ma vie n'a été composée que comme ça. Des rendez-vous, ratés ou non, quelle différence. Rien pendant 27 longues années qui aurait pu être si riche si seulement. Mais non, plus tard j'aurai les moyens de faire ceci, plus tard j'aurai le temps. La belle affaire. Et ça, c'est sûr, maintenant j'ai le temps. L'éternité, il paraît, pour profiter de mon corps mort. Enfin, même si je pouvais encore l'occuper, avec ces tonnes de camions sur le bide, je vous demande un peu, j'aurais l'air coincé. Pour visiter un monde dont je ne fais plus partie, manifestement, pour apporter ma contribution au vaste bordel ambiant que forment des milliards d'êtres humains vivant sur Terre. Enfin, les pauvres ont autant conscience de leur immortalité que moi à leur âge. N'importe lequel. Sauf quelques exceptions qui comprennent qu'ils ont intérêt à boire de la soupe tant qu'elle est chaude, parce que tout ça ne dure que le temps d'une vie. Et c'est assez ridicule une vie en matière de temps, surtout vu d'ici. Pensez, je me souviens de tout, même ma naissance. De la tronche du médecin, enfin à l'époque il était catalogué dans la section emmerdeur. C'est vous dire si les hommes sont conditionnés dès leur plus jeune âge à vivre avec les autres. Et de celle de ma mère. Tiens, au fait, comment elle va la mère ? Eh ben,
C'est pas brillant. Elle pleure. Comme quand je suis né, remarquez. En gros, la vie, c'est une longue suite de deuils de différentes natures. Deuil de son enfance, de son chien, de sa grand-mère. Deuil de ses vieilles fringues, de son ancienne maison. Deuil de l'année précédente, d'où le nouvel an. Deuil de son célibat. Ça me rappelle ma première liaison amoureuse. J'ai été mal fichu pendant 2 mois, pendant au moins 2 semaines. Deuil de mon statut de femme pour passer à celui de mère. Deuil de mon rôle de mère. Quand on enterre un proche, c'est une partie de soi qu'on enterre avec. Une fonction sociale en quelque sorte. Et plus la fonction a d'importance dans la vie, plus il est dur d'en faire le deuil. La mort rend froid. Et pas seulement côté viande, je peux vous l'assurer. On voit tout d'un œil différent. Un œil indifférent et aiguisé, comme le mélange d'un regard de vache avec le profil du TGV sur lequel elle se fixe. En attendant, on s'ennuie par ici. Bizarre, il n'y a personne. Pourtant, c'est pas les morts qui manquent, d'après le journal télé. Alors ils sont où les autres ? Peut-être qu'à force de réfléchir avec son âme, on devient hermétique aux autres. La perception s'atténue. Peut-être qu'en ce moment, je marche sur quelqu'un, ou l'inverse. On n'est seulement pas fichu de se voir, parce que l'âme des autres est incompréhensible et invisible. J'ai déjà eu du mal à faire ma connaissance. Dommage. Encore plus seul mort que vivant. Pas drôle. Le paradis n'est qu'une vaste blague. Vivement le jugement dernier. Je sens que ça va être long jusque-là. Quelle vie. Noun. Et salut Elé. Bienvenue. Du coup, on va essayer d'enchaîner sur un texte un peu plus joyeux. Mes réflexions post-mortem, je craignais bien que ce ne soit guère réjouissant. Je ne suis pas sûr que j'ai des textes... Hop. J'essaie de trouver un texte que je n'ai jamais lu, Elé. Ce n'est pas dit. Alors. Je vous propose... oui, elle est... du coup, ce soir, j'ai officiellement abandonné la Horde du Contrevent, que je juge trop compliqué pour moi. En tout cas, dans l'état actuel des choses. Donc, je vais faire des petites nouvelles de textes qui me plaisent. Et d'ici le prochain livre que je devrais récupérer ce week-end. Je vous dis rien encore dessus. Et oui, je suis d'accord avec toi, à voix haute. Et c'est ça que je voulais dire, c'est qu'à voix haute, il est trop compliqué pour moi. J'ai pas le niveau pour dire ça à voix haute. Pendant que je vois que tu réponds, est-ce que tu entends la musique sur le live déjà ? Et est-ce que le volume est bon ? C'est quelque chose que je peux difficilement me rendre compte. Eh bien, parfait. Je vais donc enchaîner sur un texte de La Main qui s'appelle « Bacchus sort de ce ciel ». Attention, ce texte météorologique est théologiquement engagé. Âme allergique non profane, s'abstenir. Les temps changent en ce moment. J'ignore si c'est le même topo chez vous. Les temps changent. Mercredi 5 mars 2008, comme l'indique obligeamment l'horloge de l'ordinateur. Rappelons qu'en période de vacances, la date fuit.
il devient impossible de savoir dans quel jour vous vous traînez en pyjama jusqu'à vous ne savez trop quelle heure, jusqu'à ce que vos derniers instants de liberté vous assènent un rude coup qui vous fait revenir à la triste réalité du temps. Premier jour de presque neige. Oui, chers internautes évadés de la rudesse de la vie et plongés dans la folle absurdité des 5 cerveaux d'étudiants, vous n'avez donc pas de vie non plus? Depuis maintenant des mois, nous n'avions pas autant approché de la concrétisation du flocon étoilé. Le beau flocon des familles qui décore les vitres, les murs, les portes, le sapin et la rampe d'escalier durant le mois de décembre. Vous allez me dire qu'on en a eu assez du flocon, surtout avec la gamine qui a passé les 2 derniers mois de la maternelle à faire des cartes postales et des dessins à paillettes et coton hydrophile. Mais attention, celui-là ne clignote pas de façon écœurante toutes les 2 secondes en changeant de couleur façon discothèque. Il est blanc, brillant, pur, gelé, d'une délicatesse sans commune mesure. Plus délicat encore que le fumet délicieux d'une purée de marron au jus de dinde. Plus délicat que le ruban chatoyant des cadeaux entassés. Plus délicat même que les milliers de fragments minuscules que la poussière parsemant votre sol, vestige d'une de ces boules de Noël fragiles, auxquelles vous aviez pourtant dit à cette chère petite de ne pas toucher, bordel. Bref, un flocon, quoi. Mais en dehors de cet anachronisme qui aurait comme une fâcheuse tendance à devenir une habitude, si, je vous jure, c'est déjà arrivé il y a quelques années. Une autre merveille du climat continental français a eu lieu, en mars bien sûr. Vous l'avez compris, bande de moules, les giboulées. C'est joli les giboulées, mais à l'abri. Quand on est dessous, c'est beaucoup moins joli. Un peu comme un essaim de moustiques qui voudrait votre mort, sans doute à cause du génocide que vous avez commis l'été dernier en Camargue. Vous vous rappelez? Sauf que là, vous êtes du mauvais côté de la tapette. Et pour accompagner le tout, un petit orage de derrière les fagots. On dit que le tonnerre, c'est le bruit de Dieu quand il fait roule, c'est le bruit que Dieu fait quand il roule ses tonneaux. Imaginons donc une suite logique à cette rumeur. La pluie, c'est quand il est trop cuit pour ne rien renverser en buvant. La grêle, les glaçons du pastis, pardi. Les nuages, la mousse du champagne qui a débordé. Le vent, vous voulez vraiment le savoir? Vous oserez encore le cerf-volant après? Vous l'aurez voulu. La bière, ça fait rôter. Le bleu du ciel, une piscine de Malibu. Le soleil, la rondelle de citron qui décore le verre. Et voilà. C'est marrant le créationnisme finalement. Noun. Il est mignon ce texte. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a la signature onirique de Noun. Alors. Évidemment, comme je ne suis pas très sérieux, je n'ai pas sélectionné les textes avant. Donc c'est des textes que j'ai lus, oh là, il y a très longtemps. Donc il faut que je les rouvre, que je les reprenne un peu en tête, que je me dise s'il était sympa, en tout cas s'il me plaisait. Tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vous propose Aquarium, toujours de la même. Toujours de la même autrice. Aquarium.
le bruissement des ondes, le frisson qui glisse en ombre sur le mur. Mouvement perpétuel et fixe, comme une image de train dans les réverbères. Les vagues tendent en diagonale la lumière incertaine qui les fait apparaître. Fenêtres de verre, grand volume strict et transparent, qui montre comme un morceau d'ailleurs. Avec sa propre vie, sa propre lumière, sa propre apesanteur. Éclatement des couleurs, vives et douces à la fois, riches de forme et légères dans les ombres discrètes. Surface argentée, mouvante, irréelle, miroir de ce qu'elle couvre. Éclair brillant, mouvement vif, tourbillon d'ailes déployées, chatoiement d'écailles. Vol gracieux dans la lumière liquide, précieux joyau dans un écrin de chlorophylle. Silence troublé par la fontaine. Vie lente, rehaussée de danses éthérées. Bulles de diamants purs, serties de dentelles délicates en flottement de nuages. Arabesque de bois, doucement veinées d'ombre. Flamboiement soudain, étalé en larges langues rouges ou élancées, ciselées, à l'assaut du ciel. Noun. Pour le texte suivant, je suis désolé, Elle, tu le connais déjà. Il s'appelle Au fond qui suis-je. Au fond, qui suis-je? C'était un matin comme les autres. Il était trop tôt, il faisait trop nuit. Je n'avais pas assez dormi. Et je haïs spontanément mon réveil de choisir précisément l'instant où, semblait-il, j'étais au plus profond du sommeil pour se mettre à sonner. Après les quelques minutes de supplément douillet réglementaire, je tâtonnais au pied du lit pour trouver mes lunettes, les chaussais et m'extirpais des draps avec force bâillement, ainsi qu'un puissant sentiment de regret. La descente vers la cuisine fut longue, froide et silencieuse. Mes pieds glissés dans de vieux chaussons avançaient seuls, tandis que mon cerveau, encore plein de lambeaux oniriques, s'appliquait à me présenter tout l'attrait d'un petit déjeuner. Rituel apaisant du lever trop tôt. Fin de sommeil, mise en éveil. L'eau au bout, le sucre fond, se mêle au volute théiné dilué bientôt. Dans un nuage blanchâtre de lait demi-écrémé pasteurisé en briques, qui éclabousse quand on le verse. Le bol est invariablement trop chaud, les tartines aussi. Mais quelques pas jusqu'à la table ne brûlent pas. Mais ce matin-là différa par un détail infime tout d'abord. Un sentiment ténu, insignifiant, de manque. Quelque chose n'allait pas, comme un mauvais rêve qui laisse un malaise diurne. Je montais à la salle de bain pour faire mes ablutions afin de me montrer en société sous un aspect présentable. Et soudain je compris. Le miroir m'avait trahi. Ce fidèle objet, intraitable et impitoyable d'ordinaire, m'ignorait. Il ne renvoyait plus mon reflet ébouriffé. Le haut de mon pyjama, que je sentais sur mes épaules, la brosse entre mes doigts, la mousse sur mes lèvres étaient bien visibles, eux. Ils semblaient flotter au milieu de la salle de bain, animés d'une vie propre. Ils flottaient, vraiment. Mes yeux fixèrent stupidement mes lunettes sans rencontrer mon regard, que j'avais joué, étant jeune, à ne pas croiser, sans tout à fait y parvenir, et même je m'étais amusé à tenter de me voir les yeux clos. Puis, la brosse à dents projeta quelques gouttes blanches en tombant dans la vasque. Je fermai les yeux de toutes mes forces en me concentrant sur le réveil qui allait sonner. Mais le silence seul continua de m'affirmer que je ne rêvais plus. Alors, je finissais au plus vite ma toilette, en m'efforçant de ne pas regarder la glace, d'oublier même ce qui était arrivé. Et tu y parvins. Tu t'habillas avec soulagement car tu pouvais encore voir tes membres. De ton corps, seule la face manquait. Tu étais devenu un être sans visage. Pourtant, à l'extérieur, au milieu des gens, personne ne sembla y faire attention. Les autres, dans le bus, le train, le métro,
dont tu attendais encore la réaction avec angoisse, ne semblaient pas voir ton amputation. Pour eux, tu étais comme d'habitude. Tu faisais partie de la masse dont il ne faut pas croiser le regard. Mais ce qui acheva de me rassurer pendant le jour fut que mes amis me voyaient toujours. Je ne parlais à personne de cet événement du miroir et finis par me persuader que j'avais rêvé, et par l'oublier. Devant le monde, j'étais normal, j'étais quelqu'un. Devant le monde, j'avais un visage. Mais le soir, tu dus te rendre de nouveau à cette épouvantable évidence. Tu étais devenu invisible à toi-même. Tes parents t'avaient trouvé pâle, ton miroir ne te trouva pas. Les jours se succédèrent sans que tu puisses encore une fois apercevoir ton reflet, même en guettant chaque vitrine, fenêtre ou surface lisse. Alors, je commençais à douter des autres. Peut-être voulaient-ils te faire croire que tout était normal pour ne pas t'inquiéter? Tu en vins à vouloir qu'ils te trompent, tous ces gens qui te voyaient mieux que toi. Tu leur demandas un matin, à tous, séparément, quel visage tu avais. Leurs réponses te persuadèrent qu'ils mentaient bel et bien. D'après l'un, tu avais le nez grec. D'après l'autre, il était retroussé. Tes yeux étaient tantôt bruns, tantôt bleus. Parfois tu portais des taches de rousseur, parfois une fossette au menton. Elle réalisa alors qu'elle avait oublié le visage qu'elle avait l'habitude de considérer comme le sien auparavant. Parce que chaque jour, ce qu'elle voyait dans la glace ressemblait à ce qu'elle y avait vu le jour précédent. Le soir, elle scruta toutes ces vieilles photos, des photos d'identité, de famille, d'école. Mais sur toutes, elle était floue. Ses contours vagues évoquaient à peine une forme humaine. Qui croire désormais? Lesquels des traits qu'on lui avait décrits étaient vraiment les siens? Avait-il seulement déjà eu un visage à elle? Elles s'enfuirent. Longtemps, elles errèrent dans la ville, entourées du rassurant œil des autres, qui eux, au moins, savaient. Noun. J'aime vraiment beaucoup ce texte, que je trouve assez poétique et avec des détails oniriques et incroyables. Donc, je suis content d'avoir eu l'occasion de retomber dessus. Ouais, moi aussi. Moi aussi, j'aime bien sa façon d'écrire. Ce qui est étonnant, parce qu'en règle générale, j'aime pas les textes trop descriptifs. Mais là, c'est pas une description qui est mécanique. Et du coup, ça me plaît bien. Ce texte-là, je m'en souviens plus. Donc, on va espérer qu'il sera sympathique. Il s'appelle La fin. En préface, Noun a écrit « Aujourd'hui, voici une petite nouvelle écrite il y a quelques jours. Petite fringale, sans doute. Bon appétit. » Nourrir. 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 La dame âgée le couvre de ses regards attendris. Il répète toujours ça, dit-elle avec un sourire indulgent à la nouvelle aide de maison, tout en enfournant une cuillère de purée dans la bouche ouverte de son fils unique. Ils forment un étrange tableau. Installée dans un salon sombre aux couleurs passées, cette mère au chignon gris se tient dévotement assise, une écuelle à moitié pleine posée sur ses genoux serrés, au bord d'un lit médicalisé devant lequel l'énorme garçon est maintenu dans un système de treuil et de barrières. Anna, dans son uniforme noir et blanc tout neuf, se tient un peu à l'écart, intimidée par le spectacle qu'une lumière pâle ne parvient pas à illuminer. La fenêtre encadrée de voilages un peu jaunis et de lourdes tentures sans grâce
donne sur la petite cour intérieure du petit immeuble penché dont ce curieux couple occupe le rez-de-chaussée. La mère, tout accaparée par les soins que requiert son fils, que requiert son petit, a fait appel à une bonne pour prendre en charge l'entretien général de l'appartement. Elle en a noté la nécessité dès qu'elle y est entrée, l'ordre et la propreté laissant nettement à désirer. La crasse et la poussière, profitant des conditions favorables que constitue la pénombre des pièces étriquées et surchargées à l'âge avancé de la maîtresse de maison, pour s'installer dans le moindre recoin et prospérer. Anna n'ose pas trop visiter seule la cuisine et la minuscule salle de bain, alors elle attend timidement dans un angle du salon que sa nouvelle patronne lui fasse visiter les lieux. Elle est manifestement arrivée au beau milieu du repas. Ce fils n'a pas encore renoncé à lutter contre l'envie de le dévisager. Il exerce sur elle une fascination malsaine et elle en éprouve de la honte. Elle veut le considérer comme un être humain, mais à son désarroi, elle n'y parvient pas. Alors elle détourne le regard. Sa mère lui donne la béquille avec douceur et application. Anna remarque que la vieille femme, souriante, ouvre grand la bouche au moment d'enfourner chaque cuillerée dans celle du malade. Ses yeux, tout son visage, expriment l'adoration. Lorsque l'assiette est vide, la mère arbore une expression d'intense fierté. Elle pose les couverts et le plat sur la table de chevet, sur la pile de repas précédents, et essuie à l'aide d'un large bavoir la bouche du garçon. Il est monstrueusement gros. « Il est beau, mon bébé, n'est-ce pas? C'est mon fils, mais il est grand et fort. N'est-ce pas, mon ange ?» Et la mère le cajole, le câline. Immobile dans son lit, ou peut-être est-ce que son lit qui est incrusté dans ce corps incongru, il ressemble aux bulbes de ces plantes de jardinerie restées trop longtemps en panier, qui débordent de toutes parts, informes, et finissent par arborer leur propre contenant, et finissent par absorber leur propre contenant. Ses membres et son crâne semblent ridiculement petits. Il ne semble avoir ni cou ni articulation. Reste cette bouche boudeuse, comme figée en un mouvement de succion, et ses yeux. Elle croise son regard, il happe le sien. Il la retient un instant. Elle est soudain terriblement gênée, et du trouble que provoquent en elle ses yeux trop normaux, trop humains. Mais avant qu'elle ne tourne la tête, il l'apostrophe. « Nourrir » lui dit-il. Sa voix est faible, nasillarde. On la dirait étouffée par des monceaux de chair graisseuse qui s'accumulent autour d'elle, comme le miaulement d'un petit chat enfoui dans un paquet de linge sale. « Tu as encore faim, mon cœur ? Vous avez vu, Anna, il a un solide appétit, mon gaillard, n'est-ce pas ? Apportez-nous une autre assiette, s'il vous plaît. » Anna s'exécute, trop heureuse d'échapper au regard pesant de la créature. La cuisine est attenante au salon, guère difficile à trouver. Le désordre qui y règne est impressionnant. Un grand faitout à moitié vide est posé sur la gazinière maculée. Anna fouille, trouve une éponge desséchée et du liquide vaisselle dans un placard moisi, nettoie une assiette propre, qu'elle a prise sur une étagère, renonce à la sécher et la remplit du contenu tiède du faitout. Elle doit reconnaître que ça sent bon. Elle la porte au salon, la dépose sur la paire de genoux pointus et retourne à la cuisine. Elle tente de ranger ce qu'elle peut afin d'avoir la place de nettoyer. Elle remue de vieilles gamelles et soulève des relents nauséabonds de pourriture. Du salon lui parvient le babillage de la dame âgée, qui compte les cuillères à mesure qu'elle les distribue. « Allez, mon poussin, une cuillère pour papa. »« Nourrir, » lui répond la voix de chaton. « Oui, tu as faim, je sais bien. Alors mange. Pas de caprice, mon bébé. Ne fais pas de peine à maman. Voilà, c'est bien. Une cuillère pour Tantine. » Anna retourne au salon pour retirer la pile d'assiettes de la table de chevet. Elle ne peut s'empêcher de croiser à nouveau ses yeux.
de le dévisager, horrifié et fasciné. De la purée lui sèche autour de la bouche, de la bave aux commissures des lèvres. Il la regarde fixement. Nourrir. Elle se détourne pour cacher son haut de cœur. Vous voyez comme je m'en occupe bien, Anna. Ah ça, on peut dire qu'il m'occupe, le filou. Entre la cuisine, l'heure des repas, la toilette, heureusement que je n'ai plus à l'habiller. De fait, maintenant que l'attention d'Anna a été attirée sur ce détail, elle remarque nettement la nudité sous les draps et les couvertures râpées, individuellement trop petits pour leur usage. Anna acquiesce poliment, mais jette un autre regard sur le fils. Son expression lui semble moins inerte. Commence-t-elle à s'habituer aux traits particulièrement déformés de l'homme ? Il lui semble bien que c'est elle qui le voit sous un autre Il lui semble bien que c'est elle qui le voit sous un autre angle. Lui n'a pas bougé. Comment le pourrait-il ? Son propre corps est son carcan le plus sûr. Si cela ne suffisait pas, il y a encore le lit dont les barreaux de contention le tassent cruellement dans les limites du matelas. Par endroits, la peau est découverte et Anna croit distinguer de drôles de reliefs malgré la pénombre. Chacun de ses allers-retours au salon, tandis qu'elle effectue des tâches ménagères pour lesquelles elle sera mensuellement rémunérée jusqu'à nouvel ordre, s'assortit de bribes de conversation polies avec madame et d'échanges de regards avec monsieur. Nourrir, nourrir, lui répète-t-il inlassablement, tandis que sa mère réclame une troisième assiette. Elle la lui apporte. Anna finit par mettre un qualificatif sur l'expression figée du fils. Elle lui trouve l'air abattu. Il murmure quelque chose. La même chose que toujours, à vrai dire. Oui, la même chose. Elle s'en convainc alors qu'elle tourne les talons. S'il y a eu un jour un vocabulaire plus étendu, aujourd'hui il n'en reste rien. Son univers est régi par un unique désir. Mais cette fois, a-t-elle rêvé ? L'espace d'une seconde, il lui semble avoir entendu autre chose. Nourrir, mourir, nourrir. Noun. Je ne me souvenais pas que ce texte si effrayant qui, j'espère, vous a plu. Oui, désolé, je sais que tu n'es pas une grande fan. Je sais que tu n'es pas une grande fan de textes horrifiques. Et je ne me souvenais pas. Je ne me souvenais pas de ce texte, donc je n'ai pas pu checker avant, désolé. Mais promis, le texte suivant est plus léger, on va dire. Il s'appelle « La plus profonde plongée ». Ça marche, allez. Un texte qui fait pas peur. Donc, la plus profonde plongée. Ah, on y fait presque pas. S'il fait un peu peur, ça va? Bon, je vais en prendre un autre. Je me suis rappelé de celui-là. Finalement, c'était pas une bonne idée. Oui.
Eh bien, bien que il ait déjà été lu, que dirais-tu d'une autre Alice? Donc toujours du même auteur, de la même autrice. J'aime beaucoup Une autre Alice, qui est un texte vraiment, vraiment sympa aussi. On va rester sur le même rythme, un petit peu lent et onirique. Et oui, c'est ça, c'est une vingtaine de minutes, je pense. Une autre Alice. Cette fois-ci, c'était bon. Elle avait enfin tout réuni. Aujourd'hui était le grand jour. Elle descendrait. Alice avait toujours été attirée par le monde souterrain. Petite, elle collectionnait les pierres. Elle en avait d'ailleurs toujours une sur elle. Ce galet percé qu'elle portait en pendentif, au bout d'un lacet de cuir qui, neuf, avait été bleu foncé et raide. Maintenant, il était devenu sans couleur, et les années de frottement contre sa peau l'avaient graissé et assoupli. C'était son porte-bonheur, évidemment. Qu'aurait-il pu représenter d'autre? Il n'était même pas beau, ce collier. Mais petit à petit, elle en était devenue à le considérer un peu comme un résumé d'elle-même. Un petit totem, doux, tiède et troué au milieu. Un galet dur, mais abrasé par toute une vie sous-marine, par tout un tas de petits grains siliceux. Un galet avec un creux à la place du cœur, comme un vide jamais comblé, un manque, un regret. Ou comme un insondable mystère. Elle aimait bien le métro. Bon, bien sûr, aux heures de pointe, elle l'appréciait autant que tout le monde. Mais elle trouvait à ces tunnels obscurs, à ces rames grinçantes, à ces rails sombres posés dans la poussière, quelque chose de charmant, à mi-chemin entre la science-fiction et la maison hantée. Elle aimait par-dessus tout quand le train s'immobilisait à mi-trajet, entre deux stations au milieu du tunnel. Les lumières du wagon s'éteignaient, et on était alors plongé dans une atmosphère vaguement post-apocalyptique, arrêté dans un lieu de transfert qui n'est une destination pour personne. Dans ces moments-là, elle avait, quelque part, l'impression d'être à cheval entre deux dimensions. Mais ce n'était pas une bouche de métro, elle en était sûre. Pas ici, au milieu du petit bois. Elle y allait souvent pendant les vacances, et dans ses plus anciens souvenirs, il y avait déjà le vieil escalier. Presque entièrement masqué par les racines d'un vieux chêne, l'entrée de ce qu'elle supposait être une cave ou un souterrain avait été soigneusement barrée par une grille massive de fer forgé, scellée dans de gros blocs couverts d'humus et de mousse. Combien d'après-midi avait-elle passé là, assise sur le bois noueux de l'arbre centenaire, au-dessus de l'escalier d'un noir brillant, là où l'humidité suintait, et vert foncé là où la mousse et les algues le couvraient. En pensée, elle parvenait à se glisser dans l'espace laissé par les racines, entre les barreaux de la grille, foulait ces marches usées, polies par le temps, qu'elle avait apprises par cœur à force de contemplation. Elle progressait toujours plus avant, elle s'enfonçait dans la pénombre, plus l'obscurité. Elle s'enfonçait dans la pénombre, puis l'obscurité, et perdait la notion du temps. Le plus souvent, c'était la fraîcheur du soir qui la ramenait brusquement à la conscience du monde. Elle se levait, étirait ses jambes et son dos engourdi, frissonnait, restait encore quelques instants face au seuil, rongée par la curiosité de ce qui pouvait bien se trouver tout en bas. Tentait parfois de secouer la grille, mais toujours en vain, et rentrait à la maison en échafaudant des plans pour dégager l'escalier. Et ce serait aujourd'hui. Elle hissa le sac sur ses épaules et ferma doucement la porte de la chambre. Vibrante d'excitation et d'anxiété, elle descendit au rez-de-chaussée de la maison endormie, traversa le salon dans le tic-tac monotone de la grande comptoise et le ronflement léger de Capi, le vieux chien sourd, tourna précautionneusement la poignée de la porte d'entrée et sortit. La nuit était tout sauf silencieuse. Ici, à la campagne. La nuit était tout sauf silencieuse ici, à la campagne. L'air résonnait de stridulations et de chants de grenouilles, de ululements et de cris d'oiseaux nocturnes.
Occasionnellement, on entendait souffler des hérissons, glapir un renard, geindre quelques carnivores nocturnes ou quelques proies malheureuses. La brise froufroutait dans les branches garnies de feuilles. Elle traversa le jardin et la route déserte, escalada le talus herbeux, coupa comme d'habitude à travers champs pour gagner la lisière au plus proche, et pénétra dans le petit bois. Les troncs grinçaient, en se balançant doucement les uns contre les autres. La nuit était plus profonde ici, et moins bruyante. Les animaux sylvestres ont l'art de se faire discrets. Elle alluma la lampe frontale trouvée dans le garage, pour mieux éviter les ronces, et se dirigea avec hardiesse vers le vieux chêne, s'amusant de la sourde inquiétude nocturne qui lui serrait la gorge, automatisme de cerveau reptilien nourri en retour par une fertile imagination. N'empêche, elle sursauta plus d'une fois, croyant saisir un mouvement indistinct à la limite de son champ de vision, ou frôlé par la branche basse d'un arbuste inaperçu. Elle atteignit sans grand soulagement sa destination. Là, dominant le bois de son imposante ramure, se tenait le grand chêne. De jour, il n'avait jamais vraiment attiré son attention, mais dans ce paysage en dégradé de gris, sa silhouette sombre détachée sur fond de fouillis ténébreux semblait plus présente. Assis, le tronc droit sur le sol frais, entouré de toutes ses fortes racines noueuses, énorme. Il faisait penser à une sorte de poulpe géant fixé dans une position sévère, gardant un trésor englouti. Mais ce colosse d'arbre dégageait aussi une grâce toute végétale, engendrée par le naturel inexplicable de sa rugosité, de l'enchevêtrement de ses branches au travers duquel on apercevait encore quelques étoiles piquantes à force d'étinceler, et de l'ondulation immobile des racines qui se fondaient progressivement dans la terre. Le spectacle de cette ombre couronnée de ciel, présidant aux ombres du bois, saisit davantage Alice que la vague impression de menace qui en émanait. Elle s'approcha de l'ouverture barrée qu'elle connaissait si bien, logée entre le chêne et la pierre. Penchant son buste au-dessus de l'escalier, elle tenta en vain de sonder son obscurité. La lampe frontale projetait une flaque ronde de lumière pâle qui glissait sur les marches, s'accrochait un peu aux endroits humides qu'elle faisait reluire doucement, puis se perdait, englouti par le noir, dissipé. L'endroit était sans nul doute plus impressionnant qu'en journée. Alice crut sentir un souffle d'air humide remonter des profondeurs de la cavité et se recula instinctivement pour s'en protéger. Se maîtrisant pour ne pas tendre l'oreille, et si elle entendait vraiment quelque chose? Elle se demanda finalement si cette expédition était vraiment une bonne idée. Mais elle n'allait pas se dégonfler maintenant. Elle posa son sac sur les feuilles mortes qui formaient un épais tapis au sol et en sortit sa petite scie à métaux. Les travaux allaient être difficiles et longs, mais elle comptait sur l'oxydation qui avait commencé à attaquer les barreaux par endroits. Elle travailla pendant plusieurs heures avant de parvenir à dégager un passage suffisamment large pour elle dans la grille. Le bras en feu, elle considéra un instant son œuvre, les barres de métal alignées à côté du trou, et l'escalier désormais accessible. La grille mutilée lui procura un curieux sentiment de culpabilité, comme cette solide barrière n'avait finalement été la faible défense d'une entité trop vulnérable. C'était probablement ce qu'on devait ressentir en violant une tombe, à supposer que l'auteur d'un tel acte éprouve ce faisant quelque scrupule que ce soit. Mais non, c'était vraiment différent dans son cas. Pas de tombeau, pas de pillage, seulement une petite visite, et puis elle remonterait. Elle n'allait pas s'éterniser en bas, ça non. De toute façon, il faudrait qu'elle soit remontée avant l'aube. Ses grands-parents étaient plutôt du genre lève-tôt. Le cœur battant, elle s'engagea dans la volée de marche et entama la descente qu'elle imaginait depuis si longtemps. Degré à degré, elle s'enfonça dans le noir, la ligne de son regard se rapprochant rapidement du niveau du sol. Puis soudainement, elle fut sous l'humus, sous les racines du chêne. Si elle avait trouvé énorme depuis la surface, maintenant qu'elle était dessous, il lui paraissait gigantesque, écrasante masse vivante, fouissant la terre et brassant le ciel. Elle poursuivit sa descente dans l'obscurité croissante, précédée de quelques pas par le rond pâle projeté par sa lampe.
et les murs de pierre se refermèrent sur elle. Elle se retrouva bientôt cloîtrée dans la cage d'escalier. Tunnel aux parois humides et granuleuses, lourde odeur mélangée de vieilles eaux et de poussière mouillée, parfum minéral des blocs froids sous ses pieds et relents organiques de pourriture végétale. Loin en surplomb maintenant, elle apercevait encore l'ouverture entre les racines de l'arbre pluricentenaire, laissant passer une vague luminosité qui allait mourir sur la 3e marche, comme la fin d'une vague sur un rivage. Elle descendit encore. Cela n'en finissait pas. Le son de ses pas se mêlait à celui de sa respiration en succession monotone, mécanique, de souffle et de frottement mat. Loin de raisonner, on aurait plutôt dit que le boyau dans lequel dévalait cet interminable escalier étouffait le bruit. Régulièrement, un léger courant d'air croisait Alice et faisait trembler une mèche sur son front. Impossible d'en déterminer l'origine. Peut-être qu'elle allait déboucher sur un réseau de grottes souterraines, avec toute cette humidité. Il devait en tout cas y avoir un autre accès quelque part, ouvert lui aussi sur l'extérieur, ce qui expliquerait ce souffle d'air intermittent. Oui, c'était certain. C'était certainement la bonne explication. Il faisait assez bon ici. Ni chaud en dépit de la saison, ni froid en dépit de la profondeur. En fait, plus elle avançait, mieux elle se sentait, entourée de toutes parts par la pierre et la terre, comme blottie dans un corps gigantesque, accueillant et bienveillant. Son galet se balançait doucement contre sa peau au rythme de son pas. Alice se sentit gagner lentement par l'endormissement, bercée par son propre mouvement régulier, par l'identique du décor autour d'elle, par la tiédeur de l'endroit et la régularité du souffle montant qui la balayait sans la réveiller. Une à une, les marches passaient sous ses pieds, et elle n'avait plus connaissance de la profondeur à laquelle elle se mouvait, ni de la pierre autour d'elle, ni d'ailleurs de son propre mouvement. Elle était à nouveau ailleurs, très loin de son propre esprit, là où les pensées défilent et s'enchaînent plus vite que le cerveau ne les formule, là où les idées naissent, ou se déposent, avec une acuité foudroyante, juste avant que la conscience ne s'en saisisse et ne tente de les façonner à la forge du langage. Elle s'imaginait être très présente au monde physique, mais y fut brutalement rappelée au moment où son pied rencontra inopinément un sol plat, là où elle s'attendait à trouver la marche suivante. Elle trébucha violemment et faillit tomber, ce qui la réveilla complètement. Lorsqu'elle se rendit compte qu'elle était enfin arrivée au bout de la cave, son cœur s'emballa. Elle tourna lentement sur elle-même, la bouche soudainement sèche et les yeux grands ouverts pour percer la pénombre et détailler les lieux. Ce n'était pas une cave, ni un tombeau. Heureusement. Elle se trouvait au pied de l'immense escalier, au seuil d'une grande salle manifestement tout en longueur, aux murs de pierre, séparés en deux par un gouffre central, là où le sol disparaissait brusquement et tombait à pic. Elle discernait assez bien le mur opposé, mais les extrémités de la pièce restaient repliées dans le noir. Elle s'avança sur le sol pavé de larges dalles bien plates, longeant prudemment le mur. Ici, il y avait un écho, qui lui renvoyait vaguement son souffle un peu haché. L'obscurité était totale, seulement déchirée par la lueur de sa lampe frontale. Pas moyen d'embraser toute la salle du regard. Elle levait la tête pour découvrir qu'il lui était impossible de voir le plafond. L'endroit devait être immense. Elle marcha jusqu'au mur du fond sans rencontrer d'obstacle ou autre issue dans les parois latérales, mais finit par distinguer une ouverture béante en ogive à cette extrémité de la pièce qui enjambait la jambe noire du précipice, rectiligne et large comme un canal. Ce n'est qu'alors qu'elle comprit. Elle s'approcha jusqu'au bord de la faille et s'y pencha pour regarder. Elle n'était même pas profonde d'1 mètre en réalité, mais l'épaisseur de l'obscurité l'avait empêchée de réaliser plus tôt. Comme la colonne vertébrale d'un golem ou d'un Goliath posé dans des charbons froids, il y avait de grands rails. Le quai se prolongeait sous l'ogive sous la forme d'une étroite plateforme sur laquelle elle s'engagea. En fouillant le mur des yeux, maigrement éclairé par le halo blafard, elle trouva un boîtier métallique rouillé accroché à la muraille. Il y avait probablement eu une vitre pour protéger le tableau électrique qui s'y nichait, mais Alice n'en trouva aucune trace. Elle introduisit la main dans l'espace ouvert
livrant la série de fusibles et d'interrupteurs. Elle abaissa le plus gros d'entre eux. Et la lumière se fit, dans un grand clignotement, avec force vrombissement de machines archaïques. Une lumière jaune et épaisse comme une liqueur se déversa en longues coulées sur le quai de gare, satura l'atmosphère de tons chauds, colora la pierre d'ocre et de sépia, tassa les brassées d'obscurité dans le tunnel ferroviaire, ne laissant d'ombre que les coins et les renfoncements, enroulés autour des reliefs comme de longues herbes aquatiques prises au tronc des saules après une crue. De longues rampes pendaient du plafond immensément haut, clignotant avec irrégularité à tour de rôle, comme autant d'yeux mal réveillés. Alice regarda tout cela avec une hébétude incrédule. Comment tout cela pouvait-il simplement être possible? Elle ne voyait pas quel train pouvait emprunter cette voie, et quand bien même, pourquoi aurait-on construit une gare à cet endroit, en pleine campagne? À qui et à quelle époque? Cet escalier était manifestement bien plus ancien que le lieu auquel il aboutissait. Et enfin, pourquoi aurait-on construit un endroit aussi haut de plafond? Pour ce qu'elle en savait, le tout n'aurait même pas dû pouvoir tenir debout. Mais où donc était-elle? Elle fut interrompue dans ses réflexions par un souffle d'air provenant du tunnel. En même temps que le souffle prenait en force, elle perçut un grondement d'abord lointain, puis de plus en plus proche. Elle rejoignit le quai. Une grande horloge de gare, suspendue à mi-hauteur du mur en face d'elle, indiquait l'heure. Le train entra en gare. C'était un vieux train tracté par une locomotive à vapeur, qui pourtant n'en dégageait aucune. La rouille avait sérieusement attaqué la carrosserie, qui avait vraisemblablement été rouge à l'origine. Toutes les vitres étaient sombres, comme si l'intérieur du train n'était éclairé d'aucune manière. Les portes en accordéon du wagon se trouvant devant Alice s'ouvrirent, avec un rebond mou de gonds bien huilés. Elle s'avança avec une hésitation, posa un pied sur le marchepied métallique, et puis elle embarqua. L'intérieur du train avait tout de la rame de métro classique. L'éclairage blanc et lumineux tranchait avec l'atmosphère désuète du quai. Les chromes des barres luisaient doucement et les vitres accrochaient des éclats de reflets dans leur surface lisse et sombre. Il y avait des passagers dans ce train. 3 hommes attendaient leur arrêt debout au milieu de l'habitacle, se tenant d'une main à la barre centrale. Tous 3 en costume à carreaux, avec des hautes formes et monocles. L'un d'eux portait une moustache impressionnante, grise et coiffée avec soin en guidon de vélo. Le second tenait dans sa main libre un parapluie fermé, si bien plié qu'il semblait neuf. Le troisième sortit de la poche de son veston une montre à gousset qu'il consulta en fronçant un sourcil, avant de la ranger d'un geste précis et élégant. Le monocle leur donnait une expression solennelle et un peu sévère. Il semblait sûr d'eux et imperturbable. Divers personnages étaient assis dans le wagon, seuls ou par petits groupes, et discutant à voix basse. Une énorme vieille dame était assise face à Alice et aux 3 hommes débordant assez largement de son siège. Vêtue d'une robe noire parsemée de petites fleurs, avec sur les épaules un châle à franges roses, sa tête dépassant du dossier coiffée d'un petit chignon blanc et d'un minuscule chapeau à dentelle. Elle tenait sur ses genoux serrés un sac à main de tissu noir, les 2 mains en pince, les bras repliés dans une position de menthe religieuse. Un grand nez surmonté de cul de bouteille rond inspirait lentement, puis soufflait profondément ce qui semblait être à Alice un gigantesque volume d'air, emportant dans leur courant de nombreux poils de narines poivre et sel, qui ondulaient rythmiquement avec une longue danse binaire interminable et hypnotique. Alice, qui commençait à être inquiète, préféra ne pas détailler les autres passagers, et se dit qu'il vaudrait mieux descendre de ce train beaucoup trop bizarre à la prochaine station, sortir d'ici le plus vite, rentrer chez elle et ne plus jamais revenir, du moins pas toute seule, et pas sans une explication rationnelle de ce qu'elle voyait, croyait voir ici. Le train poursuivait sa route vers on ne savait où, tortillant sur des rails bien trop sinueux, montant dans d'étroits boyaux obscurs des pentes si raides qu'il fallait presque se suspendre aux barres pour ne pas tomber au fond du wagon, puis redescendant avec la même brusquerie. Puis on arriva à la station suivante.
Le quai était bondé et fourmillait d'activité. Mais lorsque le train ouvrit ses portes, personne n'y monta. Quelques étranges individus en sortirent et partirent se fondre dans la masse grouillante. Le mur du fond du quai, lui aussi d'une hauteur vertigineuse, était occupé par des coursives à étages successifs, reliées les unes aux autres par des escaliers en zigzag. Mais personne n'avait l'air d'y prêter une quelconque attention, ou où qu'ils mènent et quelle que fût leur utilité. Lorsqu'Alice voulut elle aussi descendre sur le quai, la foule était telle qu'elle ne put poser ne serait-ce qu'un pied au sol. Pour autant, personne ne lui prêtait la moindre attention. Elle remonta donc dans le wagon, le cœur serré d'angoisse. Les portes se refermèrent et le train repartit. « Ce n'était pas ton histoire, jeune fille !» La voix qui venait de parler avait résonné très près de son oreille droite et la fit sursauter. Elle se retourna et fut soudain nez à nez avec l'énorme vieille dame. Vue d'aussi près, elle était plus que vieille. De profondes rides plissaient la peau tavelée de son visage, tirant tous ses traits vers le bas et lui conférant une expression à la fois d'une infinie sagesse et profondément triste. Alice eut un mouvement de recul. L'ancêtre poursuivit calmement son explication. « Les gens qui prennent ce train sont en route vers un nouveau chapitre de leur histoire. Nous sommes les personnages principaux de notre conte, et chacune des gares que nous croisons en est une étape. À nous de trouver comment réaliser la trame du récit et comment faire avancer la narration, même si nous marchons tous dans le noir et ne savons pas où nous nous rendons. » La vieille dame dut s'arrêter un instant, essoufflée. Elle se rassit péniblement sur le strapontin trop étroit, puis reprit, fixant d'un air grave une Alice interdite. « C'est ainsi que nous passons notre existence. Nous satisfaisons aux besoins d'un scénario dont nous sommes le centre et dont nous ne savons pas grand-chose. Tout juste en connaissons-nous les règles principales. Tu as l'air perdue, petite. Moi, je suis dans le jeu depuis si longtemps. Laisse-moi t'aider. Voilà une chose essentielle que tu ne devras jamais, jamais oublier. C'est la règle la plus importante si tu veux réussir à atteindre ton but sans te faire écraser par la foule des quais. Sois ce que la trame attend de toi. Sois une héroïne et fais avancer ton histoire. Je sais que certains arrivent ici par erreur, comme toi, par curiosité. Mais une fois qu'on a mis le doigt dans cet engrenage, il n'est plus possible de faire demi-tour. Le train n'avance que dans un sens, et la locomotive est inatteignable. Oh, excuse-moi, et la locomotive est inatteignable, crois-moi. Regarde autour de toi. » Alice s'exécuta automatiquement. Jetant un coup d'œil circulaire dans le wagon, s'attardant sur les passagers debout près des portes, puis sur les silhouettes indistinctes, trop floues, trop inconsistantes, assises dans les carrés. Ce sont les âmes perdues, qui n'ont pas su jouer leur rôle et qui sont bloquées ici, dans le train, qui se laissent entraîner, mais ne verront même pas quand ils arriveront à destination. Joue ton rôle, c'est le seul moyen. Le train s'était arrêté une nouvelle fois. Alice s'en rendit soudainement compte. Elle n'avait rien compris au monologue de l'aïeul, mais elle sentit que son regard lourd et chargé d'énigmes attendait d'elle quelque chose. Jouer son rôle. Alice ouvrit la porte du wagon et descendit sur un quai presque désert, immense, lumineux. Ne pas attirer l'attention de ces gens étranges, et pour ce faire, agir comme si tout était normal. Elle se dirigea vers une grande cage d'escalier mécanique, métallique. Face à la première volée de marche se déployait un étalage de verroterie, méli-mélo, invraisemblable d'aimants, de vaisselle, boîtes, bijoux et autres objets à l'utilité mystérieuse, le tout entassé sur une table trop étroite, montée en pyramide scintillante et transparente. Un gros homme bizarre et silencieux se tenait devant, à côté du Capharnaüm. Mais il ne fallait pas s'arrêter. L'escalier se déployait sous un vaste dôme. Les marches métalliques à claire-voie s'échelonnaient, grimpaient en large hélice autour d'une colonne massive et se perdaient dans une pénombre d'altitude. Il y avait probablement un plafond quelque part, puisque des breloques étincelantes pendouillaient, incongruement suspendues à des ficelles de longueurs inégales au-dessus de la tête d'Alice. Nullement menaçantes, tournoyant lentement, avec légèreté et même une certaine joie. Alice s'engagea dans l'escalier montant. Elle allait sortir de là. Tandis qu'elle entamait la longue ascension,
le souffle déjà court et les muscles raidissants à chaque pas, le petit galet lisse qu'elle portait en pendentif sous ses vêtements rebondissait contre sa poitrine, comme les battements d'un deuxième cœur. Noon. C'était donc une autre Alice de Noon que je trouve, ma foi, fort sympathique. Et la fin de cette histoire va nous mener à la fin de ce live, de ce soir, de cette lecture. J'espère que ça vous a plu, c'était un petit peu décousu, mais je pense que c'est une bonne chose de pouvoir commencer et finir la lecture euh, sur dans la même soirée. Je ne sais pas si je continuerai à prendre de grands livres, peut-être que je chercherai plus des nouvelles. Plus d'infos là-dessus mercredi prochain. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Je vous donne donc rendez-vous mercredi prochain pour un autre mercredi c'est lecture dit et lundi prochain pour une session jeu cette fois-ci, sachant que je ne sais pas encore à quoi je vais jouer. On verra ça lundi. Est-ce que ça sera Battle Brothers pour un peu de creusage de mésange avec de la stratégie? Est-ce que ça sera Shardfall pour quelque chose de plus physique, presque fitness? On verra ça. Et Darf, merci beaucoup de ta proposition. Ça m'intéresse beaucoup si tu as, surtout si tu as des textes courts. Je pense que c'est plus intéressant vu ce que je fais le soir. On en reparle hors ligne tous les deux. Merci beaucoup de ta proposition. Il me reste à vous souhaiter à tout à chacun et tout à chacune une bonne fin de soirée, une bonne nuit, et puis à bientôt. Avec plaisir, ils sont vraiment très cool. Ça m'a fait plaisir. Tu lui feras des bisous de ma part et des bisous à toute la famille. Et je vous souhaite une bonne nuit. Salut tout le monde.